Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast sur les animaux, le domaine animalier, avec une nouvelle fois le docteur Florence Dezachy. Bonjour Florence. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver. Mais je pense que comme tous les auditeurs et les spectateurs, on est vraiment ravis de vous retrouver pour un nouveau podcast, surtout que le précédent a super bien fonctionné. On a vraiment eu d'excellents retours. On a la chance d'être le premier podcast en France dans le domaine animalier qui traite de différents sujets. Bon, c'est pas compliqué parce qu'il n'y a pas de concurrence, on est les seuls aussi. Mais en tout cas, voilà, ça fait vraiment plaisir d'avoir des retours positifs et ils ont été nombreux. Donc, on s'est dit avec Florence, ben c'est parti, on va traiter d'une nouvelle thématique dans ce nouveau podcast. Et cette thématique, elle va être totalement différente puisqu'elle va traiter, oui, je vous rassure, d'animaux, mais de professionnels animaliers et les risques qui peuvent être liés par rapport à ça, ainsi que la législation. Florence, je vous laisse nous en dire un petit peu plus sur la thématique en général et après, bien évidemment, on va attaquer les différentes questions. C'est de la législation, pardon, mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous lire les lois de A à Z, simplement. On va les interpréter et surtout en ressortir l'essentiel pour que vous puissiez parer à toute situation, renseigner vos clients, car en fait, les voyages, les morsures, les chiens de catégorie, il y a énormément de choses à connaître, mais que l'on peut vraiment évoquer très facilement. Voilà, donc il y a de la législation, mais il y a aussi des questions plus générales qu'on a pu nous poser. On a répertorié, toujours pareil, le jeu des 7 questions. Et on va démarrer avec une première question qui revient souvent. Donc là, on s'éloigne un petit peu de la législation, même si ça en fait partie. Les chiens catégorisés sont-ils réellement plus dangereux que les autres races de chiens? Je répondrai à la normande, oui et non. C'est-à-dire que, en fait, quand ils sont élevés correctement, ce ne sont pas des chiens qui sont dangereux en eux et méchants. Alors méchant, d'ailleurs, le terme de méchant, je n'aime pas beaucoup parce que c'est quelque chose d'humain. Méchant, ça veut dire qu'on a conscience de faire du mal. Donc c'est pas tout à fait ça. Simplement, pourquoi ça a défrayé la chronique? Parce que ces chiens, lorsqu'ils mordent, ils ont ce qu'on appelle des morsures délabrantes, c'est-à-dire que ils mordent. Normalement, un chien mord, vous savez, il y a des étapes dans la morsure. Il mord et il lâche. Ces chiens-là, dits dangereux, ont tendance à prendre et à tirer. Voilà, c'est-à-dire que s'ils mordent, ils tiennent et ils tirent comme si c'était une proie. Alors, ils ont été déclarés dangereux car il y a eu beaucoup d'accidents dus à la mauvaise éducation et surtout au fait qu'on les entraînait à ça. C'est-à-dire que si vous entraînez un chien à mordre un autre chien, il verra pas tellement forcément la différence avec un humain. Je fais toujours la comparaison, par exemple, avec les Malinois des chiens de police. Vous voyez bien qu'ils se jettent sur quelqu'un en mordant la panoplie de protection. Et quand on leur dit stop, ils arrêtent. Donc, à la limite, les Malinois, et c'est pas plus dangereux qu'un staff, pour les citer, qui est bien éduqué. Donc voilà, c'est pour ça que c'est resté dans cette catégorie. Mais bon, vous savez bien que si vous allez, il y a des statistiques à l'Institut Pasteur sur les morsures. Alors évidemment, parce que les labradors sont plus nombreux, mais enfin les chiens qui mordent le plus entre guillemets sont les labradors. C'est pas parce qu'ils sont plus mordeurs, c'est parce qu'il y en a plus et qu'ils sont plus dans des situations où ils peuvent mordre tout simplement pour montrer qu'ils sont pas contents. Vous savez, la morsure, c'est quelque chose de naturel entre guillemets. Je vais faire bondir tout le monde, mais c'est quelque chose de naturel chez les chiens. Quand vous avez des chiots qui embêtent la mère, au début elle aboie, puis si ça va pas, elle donne un petit coup de croc. Donc voilà, donc le chien il prévient avant. Il n'y a pas de chien qui se jette sur les gens en mordant, ou alors ils ont un trouble du comportement. Mais sinon, ils lèvent les babines, ils s'en vont, enfin ils le disent, comme vous, quand quelqu'un vous énerve, hein, avant de... Alors je ne dis pas qu'il faut donner, rentrer dedans, mais avant d'y aller, de confronter, vous dites bien, ça va bien. Hmm. Donc voilà, le chien c'est pareil. Ben, c'était une vidéo d'ailleurs aussi qu'on a traité dernièrement avec Julie sur les signaux d'apaisement où les chiens aussi Exactement. envoient des messages pour dire voilà, là ça ne me convient pas. Donc, prends tes distances, voilà. Mais alors, moi, en tant que toiletteur, là où j'ai le plus de problèmes de morsure, c'est pas avec les staffs, avec tous les chiens catégorisés. C'est avec les Yorks, avec les Chihuahuas, avec les bichons qui sont élevés comme des peluches et qui vont avoir tendance des Exactement. fois à être plus, entre guillemets, agressifs que les autres. Donc, effectivement, tout dépend de l'éducation. Donc, forcément, si vous éduquez Oui. un chien qui va avoir un comportement de morsure beaucoup plus dangereux, de par la taille de Mm. sa mâchoire et de par son Et fonctionnement, oui, et forcément, oui. c'est beaucoup plus dangereux. Mais je veux dire, moi, j'ai beaucoup plus été mordu par des chihuahuas, fort heureusement, Bien que par des sûr. staffs.
Voilà. Voilà, mais c'est Et vrai qu'il y a la masse musculaire. Si, par exemple, vous faites mordre par un chihuahua, je sais pas moi, au mollet, bah vous secouez un peu la jambe, il va lâcher. Si c'est un staff qui a mordu parce que je sais pas pourquoi, bah vous secouez la jambe, il va s'accrocher. Voilà, c'est pour mm, ça que c'est beaucoup plus, euh, ça fait plus de dégâts. Voilà. bien sûr. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour de cette première question. On va Oui. pouvoir passer à la suivante, qui est quels sont les principaux risques professionnels en tant que professionnel animalier? Eh ben, alors, il y a deux choses, je pense qu'on peut. Il y a les morsures, effectivement, hein, parce que même quand on fait attention, ça peut arriver. Et puis, ce qu'on appelle les zoonoses, c'est-à-dire les maladies que l'on peut attraper avec les chiens. Alors, les morsures, moi, je crois qu'en tant que professionnel, il ne faut pas hésiter à demander comment se comporte le chien quand vous prenez un rendez-vous. Voilà, même moi, en cabinet veto, ou les chats, ou les chiens, je dis, est-ce qu'il a l'habitude d'être tenu? Comment et là, les gens vont vous dire, en général, alors il est très gentil, la seule chose, c'est qu'il n'aime pas être tenu. Déjà, là, bon, il y a un petit signe d'alerte. Et puis ensuite, quand vous l'avez en salon de toilettage ou autre, ou en éducation, rien n'empêche, quand l'animal est un petit peu agité, de le museler. Il faut vraiment montrer au propriétaire que la muselière, ça n'est pas coercitif, c'est pas quelque chose de mauvais. Parfois, les chiens et parfois les chiots, par exemple, qui sont agités, quand ils sont muselés, bien et gentiment, ils se sentent non pas en sécurité, mais ils se sentent que c'est plus eux qui gèrent la situation, tout simplement. Donc, ils vous laissent gérer. Alors moi, je trouve que les muselières les mieux en professionnel, ce sont les muselières en tissu que l'on met comme ça dessus. Si au départ il ne veut pas, on peut mettre une croquette dans la muselière. Bon, le chien, il sent, évidemment, faut pas l'attacher comme si vous l'aviez pris au piège, bien sûr. Donc, on met une petite croquette, on lui met. Et vous verrez que parfois, quand ils ont la muselière, ben, ils comprennent que, voilà, ils n'ont pas à décider. Alors, quand on le reverra peut-être après, ce qu'il faut faire, donc c'est la morsure. La morsure, pour l'éviter, elle est dans le renseignement auprès du propriétaire et la contention. Et surtout, ne vous laissez pas faire par les propriétaires qui disent c'est votre métier, c'est le métier qui rentre, Hmm. est-ce que vous avez peur? Oui, moi quand on me dit vous avez peur de vous faire moi, je dis oui, oui. Et non seulement j'ai pas tellement peur du chien, mais j'ai peur de vous surtout, parce que vous ne tenez pas votre animal. Donc la contention, c'est très important. Si vous voulez que le propriétaire vous aide, vous lui expliquez comment tenir l'animal. Je vous rappelle qu'un chien, c'est mieux de le tenir en dessous si vous voulez lui fermer la gueule, parce qu'en fait, il va essayer de mordre comme ça. Donc si vous avez votre main, si vous êtes au-dessus, il a plus de chances de vous attraper. Si vous êtes comme ça, voilà. Vous posez la main sur la tête. Donc, en tant que professionnel, exercez-vous à des techniques de contention. Ça, c'est fondamental. Hmm. Et puis ensuite, vous avez les zoonoses. Donc, les zoonoses, je vous fais pas peur, c'est surtout la teigne. Voilà, vous avez des chiots qui sortent de refuges ou autres qui ont la teigne. La teigne, c'est des petits filaments de champignons, donc ça va partout. Et ça, vous pouvez l'attraper. C'est pas grave, à part que normalement, quand on a la teigne, on est exclu du milieu professionnel pendant 6 semaines. Les vers aussi. Florence, ça va être la prochaine Oui, question où justement, je vous demanderai l'ensemble des zoonoses bon, les plus d'accord. courantes. Par contre, je veux revenir sur la morsure, si je peux me permettre. Moi, de mon regard aussi toiletteur. Nous, c'est un petit peu différent dans le sens où vous, en tant que vétérinaire, bon, parfois, vous n'avez pas le choix de faire des soins. Donc, vous devez trouver un moyen X ou Y de faire le soin. Vous n'avez pas le choix, c'est parfois vital. Nous, c'est différent. On n'est pas sur des prestations vitales, on est sur des prestations de bien-être. Donc, ce que j'explique souvent à mes élèves, c'est la muselière, entre guillemets, ça fait partie des derniers recours, parce que des fois, en fait, on peut avoir deux réactions avec le chien. Soit le chien, eh bien, ça va l'éteindre, c'est-à-dire il va vraiment se calmer, il va se sentir apaisé en disant effectivement, ben là, je maîtrise plus la situation, voilà. Soit ça va le rendre encore plus, comment dire, pas agressif, Inquiet, mais oui. voilà, plus Oui. inquiet. Et Et avec la patte, il essaie de l'enlever, ça, il voilà, faut arrêter tout de il suite. essaye d'enlever Oui, avec sa patte et là c'est extrêmement dangereux parce qu'il peut oui, se coincer les oui, griffes, oui, il peut se couper. Donc là effectivement à ce tout à moment-là on fait. stoppe le toilettage. Alors nous sur les prestations
dites bien-être. Bien évidemment, les actes vétérinaires le sont aussi, mais nous, je veux dire, les Oui, prestations oui, je comprends. hors Oui. santé, c'est vrai qu'on essaie d'avoir vraiment un apprentissage par rapport à ça avec le chien, avec le chat, justement, parce que je veux revenir aussi sur le chat, et avec leurs humains pour vraiment y aller étape par étape. À l'époque, chez les toiletteurs, pareil, je vais faire hérisser des cheveux. Certaines, en tout cas, se reconnaîtront, même s'ils ne voudront pas l'avouer. Ça bastonnait les chiens, quoi, hein. C'était le chien Non, rentre, non, on veut faire non. une coupe, Oui, mais ça existe encore, hein, je vous rassure, oui, hein. mais On prend ça, le non, chien, oui, oui, on le tape dessus, et jusqu'à ce qu'il oui, comprenne pour rendre le chien oui, comme le client l'a demandé. Ça, c'est une aberration non, totale, mais ce oui, qui est fou, c'est que ça existe encore aujourd'hui. Nous, ce qu'on explique à nos élèves, c'est si un animal, chien, chat, n'est pas prêt à recevoir, malgré tout ce que vous avez pu essayer de faire, une prestation mhm, de toilettage ou autre, eh bien, vous expliquez au client que c'est pas le moment et que vous exactement. refixez un autre rendez-vous. Si le client ne Oui, comprend pas, c'est pas grave. Je non, préfère avoir un tout client à fait. mécontent qui dise oui, mon chien s'est pas laissé faire, le toiletteur l'a pas fait, plutôt que d'avoir un chien qui sort du toilettage traumatisé. Et ça, c'est un vrai problème Exactement. qu'il y a chez les toiletteurs. Et souvent, on me le remonte dans les commentaires, etc., où ils sont là. Et voilà. Alors, c'est pas la majorité, fort heureusement. Donc, quand vous amenez votre chien chez les toiletteurs, ne vous inquiétez pas. Il y a de grandes chances que ça se passe pas comme ça. Mais je sais que souvent, ce qu'il faut regarder, c'est l'état émotionnel dans lequel sort l'animal. En premier lieu, avant de Exactement. regarder l'esthétisme. Ça, c'est important. Et il y a un autre risque aussi sur lequel j'aimerais qu'on revienne, en plus de la morsure, ça concerne du coup plus les chats, c'est les griffures. Ah oui. Alors, les griffures des chats, il faut y faire très attention parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, le chat a la griffe un petit peu courbée. Et alors, il est un peu comme les chiens de catégorie, bien qu'il n'y ait pas de chat de catégorie, mais on devrait tous les mettre dans la catégorie, hein, parce que, attention, en fait, il plante la griffe et il tire. Pareil, c'est un réflexe de prédateur qui chasse une souris et qui l'attrape et qui ne la lâche plus et qui tire. Donc, les griffures de chat, c'est même pire que les morsures de chat, parce que sur les griffes, comme ils se lèchent beaucoup les pattes, il y a énormément de germes qu'ils ont dans la salive, donc des bactéries, et qui, lorsqu'elles vont être enfoncées dans votre doigt, vont se développer très rapidement. Donc, une griffure de chat, attention, vous nettoyez. Le mieux, c'est le savon de Marseille si vous n'avez rien d'autre. Ça tue les bactéries, les virus. Il ne faut pas hésiter à ouvrir la plaie parce qu'évidemment, il faut que ça rentre dedans. Ensuite, de l'alcool, vous couvrez la plaie. Et surtout, quoi qu'il arrive, vous allez chez le médecin pour vous mettre sous antibiotiques. Parce que parfois, on a l'impression que c'est un tout petit trou, et le soir même, vous avez le doigt qui a doublé de volume. Donc ça, faites très très attention. Les bactéries, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est souvent ce qu'on appelle des staphylocoques. Et les staphylos, c'est vraiment très très dur à éliminer, même avec des bactéries. Et il y a une maladie qu'on appelle la maladie des griffes du chat. C'est-à-dire que quand on se fait griffer même en superficie, une semaine à 15 jours après, on a sur le trajet le ganglion, alors c'est souvent à l'épaule parce que c'était à la main, qui gonfle. Et donc là encore, il faut faire très très attention aux griffures de chat. C'est vraiment Mm. très important. Et là encore, j'y reviens. C'est dans la contention. Il faut faire attention. Il faut savoir que, vous le disiez Adam tout à l'heure, il faut regarder l'état émotionnel. Et sur le chat, alors, sur le chien aussi, c'est facile. Mais alors sur le chat, c'est encore plus facile. Vous regardez les pupilles. Hein, alors les pupilles qui sont dilatées, c'est qu'il n'est pas tellement en confiance. Les oreilles qui se rabattent. Donc vraiment, il faut faire attention parce qu'un chat, une fois, je sais pas si je prends l'exemple qui a 4 étages, une fois qu'il est au deuxième, troisième, il redescend pas facilement. Hein. Il est Le chat, parti, c'est il est plus compliqué. parti. Hein. Surtout que Voilà. selon la prestation qu'on réalise, comme encore une fois du toilettage ou du massage, on peut pas mettre les gants de protection, quoi, hein. Nous, Non. on est vraiment Voilà. bloqué par rapport à ça. Donc voilà. Et il y a un autre risque aussi sur lequel je veux revenir, c'est les blessures qui sont liées à la manipulation, mais plus côté animaux. Donc on en revient à la Oui. contention. La contention est très Voilà. importante pour éviter qu'un animal ne Là, se blesse ouais. aussi. Alors, la contention est importante pour les chats dès que vous le sortez du panier, parce que souvent ils s'accrochent, on dirait qu'il est champion de varapin, il s'accroche au panier et quand vous le tirez, ben, les griffes s'en vont. Une griffe qui se casse, ça saigne beaucoup, même si c'est pas grave pour le propriétaire, c'est pas agréable d'avoir son chat qui est en sang. Donc là, il faut faire attention. Il faut faire attention au chat qui se sauve. Alors, il ne va pas tomber parce qu'il est assez agile, donc. Mais enfin, pour rattraper un chat qui s'est sauvé,
c'est pas facile, surtout que vous avez, ça c'est un petit détail, quand vous vous installez, faites attention à l'architecture, qu'il n'y ait pas d'espace nulle part. Les chats les trouvent tout le temps et vous avez l'impression que ça fait 3 millimètres et le chat qui est comme ça, vous dites comment il est passé, eh bien il est passé. Voilà, et après vous ne l'avez plus. Pour les chiens, c'est pareil, les chiots ou les chiens agités, faites attention qu'ils ne tombent pas. Et surtout, alors je ne sais pas si en toilettage vous avez ça, mais nous en Véton, on a des tables qui ont une espèce comment dire, de double barrière tout autour. Parfois, ça sert à attacher les liens ou autre, c'est-à-dire c'est une autre barre qui est sous le plateau principal. Et quand les chiens en descendent, ils peuvent se coincer la patte. Donc ça, il faut y faire très très attention. Donc la contention là, simple, c'est-à-dire le fait de tenir votre animal, d'être sûr qu'il soit bien calé, c'est important parce qu'un chat qui tombe, ça va à peu près. Un chien qui tombe, il peut très mal se réceptionner. Alors, un chien qui tombe, effectivement, on parle du toilettage, on va encore y revenir. Décidément, aujourd'hui, on parle beaucoup de toilettage. Nos amis toiletteuses et toiletteurs sont ravis de ce podcast. La contention sur la table. Nous, on attache les chiens donc sous le ventre, pour parler couramment pour les personnes, et au niveau donc du cou. Alors, pourquoi les deux endroits? Parce que si on attache que sur l'arrière, bien le chien peut sauter, peut tomber. Et Exactement. Si on attache que sur l'avant, eh bien le chien peut sauter et se pendre. Oui. Voilà. Et ça, c'est très attention parce qu'il faut faire très attention parce qu'il y a eu des cas de figure où l'animal n'était attaché qu'au niveau du cou. La toiletteuse était allée faire ses petites affaires, etc. à droite à gauche. Elle est revenue. Je vous laisse deviner la situation. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être vigilant avec la contention. Il faut faire très attention aussi dans la baignoire. Lorsqu'on a un animal, un chien dans la baignoire, de faire attention effectivement qu'il ne saute pas, tout ça, parce qu'il peut sauter et se faire mal à une patte. Voilà. Donc, bien sûr. La règle d'or lorsqu'on est professionnel animalier, c'est la sécurité et le bien-être. Du moment où ça est respecté. Ouais. Oui, pardon. Et c'est surtout, cet exemple est très bon, c'est surtout ne pas faire autre chose. C'est-à-dire que quand on est sur son animal, on répond plus au téléphone, on va pas ouvrir la porte et on vend pas un shampoing. Ça, c'est fondamental. Tout à fait. Ou alors, on prend l'animal et on le pose. Oui. Voilà. Et vraiment, pour revenir sur le chat aussi, c'est quelque chose de très important. Quand vous faites une prestation sur un chat, il faut vraiment être dans une pièce fermée, quitte même à fermer la porte à clé, parce qu'il suffit qu'à ce moment-là, si vous ayez un local, un client rentre, ouvre la porte, hop, le chat s'échappe, et là, c'est plus compliqué. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. Pour les chiens, on a des barrières, des doubles barrières, ça fonctionne très bien. Mais le chat, la barrière, forcément, il peut la sauter. Hein, donc, être très vigilant par rapport à ça. Et je vais ajouter aussi pour les chiens, une étape qui est importante aussi, c'est le fait de le mettre sur la table. Parce que quand vous avez des gros chiens, vous pouvez demander aux propriétaires, on leur demande toujours de se mettre vers la tête. Hein. Vous prenez l'arrière, mais le propriétaire prend la tête. Et parfois, le propriétaire, il vous dit oui, je le porte, vous avez l'arrière. Et lui, il bascule. Alors, vous avez posé l'arrière sur la table, puis lui, il n'est pas très au point. Donc, quand vous demandez l'aide du propriétaire, n'hésitez pas à lui dire, vous tenez comme ça. Est-ce que vous êtes prêts? Il faut être gentil, mais très rigoureux et montrer que vous êtes professionnel et que c'est à vous de dire comment tenir un animal pour le monter sur la table. Oui, bien sûr. Le bien-être, c'est important, mais la sécurité, ça, il faut pas rogner dessus, quoi. Donc ça, c'est tout à fait. Alors, troisième question. Vous m'avez un petit peu devancé tout à l'heure, mais c'est pas grave, on va y revenir dessus. Quelles sont les zones les plus on va la refaire plutôt. C'est pas les zones. C'est quelles sont les zoonoses les plus courantes transmises par morsure ou griffure en France? Alors, en France, je répète bien, si l'animal est né en France, qu'il n'a jamais été à l'étranger, il n'y a aucun risque de rage. D'accord? La France est indemne de rage depuis de longues années. Donc, on les vaccine contre la rage pour aller à l'étranger et surtout pour revenir en France. Donc ça, il n'y a pas de risque. Les seuls cas de rage qu'il y a eu en France, c'était des chiens qui ont été importés illégalement de pays où il y avait la rage. Et donc, eux-mêmes avaient été contaminés et ils sont rentrés sur le territoire français. Donc là encore, il y a beaucoup de contrôles normalement. Donc la rage, aucun risque. Alors après, le risque, bien sûr, c'est d'avoir une plaie mal placée, par exemple au niveau des mains, et d'avoir un ligament ou autre qui est abîmé. Donc c'est pour ça qu'il faut voir un médecin à chaque fois. Et le plus gros risque, bien sûr, c'est l'infection. Donc là encore, vous nettoyez la plaie, vous mettez de l'alcool, sauf si c'est à vie que ça vous fait trop mal, vous couvrez la plaie surtout, et sous antibiotiques,
par un médecin. Ne vous fiez pas que à vous-même en disant ça ira, je vais nettoyer. Non, il faut absolument mettre sous antibiotiques. Après, il n'y a aucune maladie réellement qui se transmet par le chat ou le chien, à part donc des bactéries par les morsures. D'accord. Et donc, en termes de zoonose, qu'est-ce qu'on aurait de plus courant? Alors donc on a surtout la teigne, donc parce que les chats ont un inconvénient, qu'ils sont porteurs sains de la teigne, c'est-à-dire qu'ils ont les filaments sur leur peau, mais n'ont pas de lésion. La lésion de la teigne chez les chiens ou les chats qu'ils déclarent, c'est en rond, c'est-à-dire que c'est un rond et le poil tombe et ça ne gratte pas, alors que chez l'homme ça gratte. Alors évidemment chez l'homme, souvent là au niveau des bras, donc ça fait une espèce de rond rouge qui gratte. Si vous l'avez sur les cheveux, ben évidemment ça tombe en rond. C'est clair. Donc, c'est souvent sur les chats qu'on a trouvé, les petits chatons qu'on a trouvés dehors. Faites attention aussi, c'est pas le thème là, mais aux cochons d'Inde, parfois, qui ont la teigne. Voilà. Alors, quand on a un chat ou un chien qui a la teigne, eh ben, on le traite. À la maison, c'est surtout l'aspirateur, parce que ce sont des filaments qui tombent au sol. Voilà, donc ça se détecte. Souvent, ce sont les enfants, malheureusement, qui ont des ronds au niveau du cou parce qu'ils ont pris le chat. Ça se traite très bien. Ensuite, il y a la gale, mais la gale, il faudrait vraiment des conditions d'hygiène déplorables, donc ça, on va pas en parler. Par contre, pour les enfants, il y a les larves d'ascaris. Les ascaris sont des vers ronds. Et donc, pour les enfants, et puisqu'on est sur le professionnel, pour les professionnels également, donc, eh bien, il y a une règle d'or, hein, et ça, c'est pas respecté. Alors, ni chez les toiletteurs, ni chez les vétos, ne pas manger dans les zones où il y a les animaux, dans les zones professionnelles. Parce que vous avez lavé la table, vous croyez qu'elle est lavée, il y aura des œufs d'ascaris, vous posez votre pomme, vous mangez votre pomme, et ben vous avez avalé l'œuf d'ascaris. C'est pas très malin. Voilà. Donc, on ne mange pas dans les salles. Vous faites un endroit spécifique où il n'y a pas d'animaux qui rentrent. Vous avez votre table qui est lavée et vous mangez dans un endroit sain. Ça, c'est très important. Est-ce que je peux me permettre de rajouter aussi la toxoplasmose? Alors, la toxoplasmose, ça c'est... En fait, on dit que c'est les chats. Mais d'abord, la toxoplasmose, beaucoup sont positifs parce que vous avez tous joué dans les bacs à sable et mangé du sable, donc ça y est. Ce n'est dangereux. Alors, il y a des formes de toxoplasmose, mais qui sont vraiment très, très rares en humaine. Sinon, c'est dangereux lorsqu'on est enceinte parce que ça peut, si on est négatif, entraîner des malformations du fœtus. Et attention, je précise que la toxo s'attrape beaucoup plus par les légumes pas cuits, la viande pas cuite, les fruits pas lavés que par les chats. Donc, les chats, c'est quelque chose vraiment d'assez anecdotique, entre guillemets. Donc voilà. Alors il y a aussi une autre maladie qui est la leptospirose, qui est une zoonose, qui est transmise par l'urine des rats, que les chats peuvent attraper, mais vous avez plus de risques de l'attraper en vous baignant dans les marais où les chats ou les rongeurs ont uriné que par le chien. D'accord. Alors, par rapport à ces zoonotes, justement, est-ce qu'on peut en retirer le principal en ce qui concerne les principales mesures de prévention des zoonoses pour les professionnels animaliers? Alors, oui, tout à fait. On demande d'abord si l'animal est bien vermifugé. Première chose, une fois par mois jusqu'à 6 mois et ensuite une fois tous les 3 mois. Donc, quelle est la date du dernier vermifuge? Ça, c'est important. Les vaccins, quand même, que le chien soit vacciné contre la leptospirose. Vous demandez l'origine de l'animal. Quand vous avez un petit chaton ou d'où il vient. Voilà, ça c'est important. Ensuite, on ne mange pas donc dans la zone où on travaille. Si on a une griffure, on nettoie tout de suite et on protège, ça c'est important. Et on regarde le pelage de l'animal. Pour regarder le pelage de l'animal, on fait un rebrousse-poil. Donc vous mettez votre main sur le dos et hop, vous retournez comme ça. Là, vous allez voir, est-ce qu'il y a des crottes de puce? Est-ce qu'il y a une lésion justement ronde? Bon, sur le chat, vous ne verrez pas s'il y a la teigne, mais bon. Et on se lave les mains entre deux clients, hein, entre deux animaux, et surtout, comme c'est dans les toiles, mais ça, je pense que vous le faites, on passe l'aspirateur et on enlève tous les poils entre deux animaux. D'accord. Ok. Bon, au moment qu'on ait bien les règles d'hygiène pour éviter au maximum les Voilà. zoonoses au niveau donc de tout contact avec nos amis les animaux. On va revenir sur une thématique précédente qui concerne les morsures. Comment prévenir les risques de morsure?
Eh bien alors, dans le milieu professionnel, on l'a dit, c'est vraiment, ça je le répète, c'est vraiment, alors j'allais dire l'interrogation, c'est de se renseigner sur l'animal auprès du propriétaire. Ça c'est fondamental. Il faut que vous ayez une espèce de petit de discours vraiment bien calé. Où avez-vous eu le chien? Donc, à quel âge est-ce que le chat? Est-ce que vous l'avez trouvé, les chats à la campagne? Est-ce que le chien a été en refuge? Est-ce qu'il était seul dans la portée? Donc ça, c'est très important, savoir d'où il vient, comment il vit. Ensuite, comment est-il avec d'autres animaux, pour savoir si vous allez pouvoir le mettre à attendre quelque part. Comment est-il avec vous? Est-ce qu'il y a déjà eu des accidents? Et vous regardez le carnet. Qu'est-ce qui va vous indiquer qu'il pourrait vous mordre? On y reviendra peut-être. C'est déjà des feuilles d'examen mordeur qu'il aurait eu, ou une évaluation comportementale. Normalement, ça doit être dans le carnet. Donc la première chose à faire, c'est de faire votre enquête. Ça, c'est important. Et puis, alors évidemment, vous ne dites pas au propriétaire, je vais savoir s'il est méchant ou pas, bien sûr. Mais ça fait partie, voilà, de la connaissance de l'animal. Ça, c'est important. Ensuite, vous voyez un petit peu si le propriétaire est capable de tenir son animal ou non. Ça, vous le voyez. Et puis, vous lui demandez, s'il ne veut pas, vous ne le forcez pas. Hein, et vous lui indiquez des gestes de contention précis. Il faut que vous soyez précis dans la contention. Où est-ce qu'il met ses mains? Vous tenez. Et au départ, on est dans une contention très souple. C'est-à-dire, c'est pas on lui tient la gueule, on lui tient le cou. Non, Bien sûr. c'est vous pouvez vous le prendre, mais voilà, vous dites, vous prenez l'avant, moi je prends l'arrière, il est là sur la table, ensuite vous lui demandez, caressez-le. Si vous voyez que les gens sont très anxieux et qui transmettent leur anxiété au chien, vous pouvez parfaitement leur dire, mettez-vous devant qui vous voit, mais asseyez-vous et moi je vais faire le reste, parce que il y a des gens qui sont tellement anxieux qu'en tenant le chien il sent qu'il y a un truc qui va pas. Déjà, ils lui ont expliqué 15 fois qu'ils allaient chez le toiletteur et que c'était pas grave. Ben, l'autre, il comprend pas, mais il sent la donation. Donc, voilà. Et puis ensuite, avoir quand même à votre portée, on en parlait tout à l'heure, des instruments, entre guillemets. Voilà, quand vous mettez une muselière, vous le dites, ça va, je pense, le tranquilliser. Vous le mettez, si ça n'est pas bon, vous l'enlevez. Il faut en fait que vous montriez au propriétaire que vous gérez la situation. Il n'y a rien de pire quand un chien commence à bouger, que tout le monde élève la voix. Non, c'est à vous de gérer et calmement, vraiment vous orientez le propriétaire. Ça, c'est important. Vous pouvez même calmement lui dire, ne parlez plus au chien, laissez-moi faire. Tout est dans avant, je pense. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, Adam, mais tout est dans avant. Ouais, alors en ce qui concerne si le propriétaire doit être là ou pas, il y a aussi la possibilité où la présence du propriétaire va exciter l'animal. Tout à fait. Je Voilà. pense notamment sur des séances de massage ou de toilettage, on a souvent des fenêtres dans les pièces et on a toujours le maître qui arrive, ah coucou, il est là, voilà. Oui. Sauf que le chien il se retourne et voilà, Et et voilà. puis ça devient impossible. Donc sa présence peut être requise parce que ça peut rassurer l'animal, mais ça peut Oui, être aussi une problématique. Donc ça aussi, exactement. il faut bien le voir. Euh, Moi, je sais quand j'ai un chien qui rentre dans le salon, je vais déjà regarder son comportement. Je vais déjà regarder sa manière Oui, de se oui. mouvoir, de regarder, etc. Oui. Et je crée de suite un premier contact, c'est-à-dire que je me baisse, je tends la main au loin et je laisse l'animal venir vers moi, s'approcher, etc. Déjà, je vais voir s'il est un petit peu craintif. Voilà. Donc, c'est vraiment aussi d'y aller doucement, étape par étape, et pas brusquer, pas aller de suite le prendre, le mettre sur la table et faire ses prestations. Voilà. Il faut vraiment prendre le temps, créer une connexion avec l'animal pour apprendre ses réactions. Et surtout, ne jamais coller son visage sur sa gueule. Bien sûr. Voilà, Oui, ça oui, paraît tout c'est bête clair. comme ça, mais Oui, combien de professionnels sont là à, lorsqu'ils donnent un bain ou autre, à mettre limite tête contre tête, quoi. Bah, il suffit que le chien se oui, retourne et puis oui, c'est fini, hein. Donc ça, oui. je veux dire, c'est un comportement, il faut être très méfiant. Et moi, je le suis même avec des chiens que je connais très bien. Parce qu'il suffit qu'ils aient vieilli, qu'ils aient une douleur, qu'ils aient un problème à ce moment-là. Ben, c'est un moyen de communication. C'est pas qu'il a envie de me bouffer la gueule. C'est juste que, ben, il Non. communique, aïe, voilà. Donc, ça peut être très dangereux. Donc, ça, il faut faire très attention. On met toujours son visage à distance de la gueule de l'animal. Les mains, les bras servent aussi de protection pour la partie importante qui est le visage, quoi.
Ça, c'est aussi très important. Je crois que le mot-clé, c'est vraiment anticipation. Mmh. Et donc, pour anticiper, comme vous l'avez dit, il faut analyser. Donc, il y a 2 termes, vraiment, c'est analyse et anticipation. Si vous avez analysé le comportement du chien, est-ce qu'il s'est mis sous sa chaise? Est-ce qu'il a l'air tout enjoué? Et donc, ça, c'est la première analyse. Et vous anticipez. C'est pas que vous vous dites il va arriver quelque chose, mais quand vous anticipez tous les problèmes au fur et à mesure, après, vous avez des réflexes, et puis tout se passe bien, parce que c'est pas au moment où il va s'énerver, là c'est fini pratiquement. C'est vraiment fou. Et puis faites des fiches de comportement. Voilà, dites tiens cette fois-ci ça s'est passé comme ça. J'ai eu ça comme souci pour éviter de recommencer la fois d'après. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bien du coup, on va pouvoir passer à la question suivante qui est une continuité. Alors, imaginons que voilà, ben, j'ai mon chien, il a mordu le voisin. J'aime pas mon voisin, mais ça, c'est pas ma faute. Je peux rien y faire, mais en tout cas, il a mordu le voisin, il s'est passé quelque chose. Du coup, quelles sont les obligations légales en cas de morsure de chien? Alors, j'insiste, les obligations dont je vais vous parler, c'est que le chien soit vacciné ou non contre la rage. C'est-à-dire que s'il a mordu, il est considéré comme mordeur, vacciné ou non. Première étape, il y a normalement un examen mordeur chez un vétérinaire qui est 3 visites. La première, donc, un certain temps après la morsure, par exemple 2 jours. La deuxième, 1 semaine après la morsure. Et la troisième, 15 jours après la morsure. Pourquoi? Parce que si au bout de 15 jours, l'animal est toujours vivant, cela veut dire qu'au moment où il a mordu, sa salive ne contenait pas le virus de la rage. Donc, il n'a pas pu transmettre la rage. Donc ça, c'est uniquement pour le risque de transmission de rage à la personne mordue. Ensuite, il y a obligation pour un animal mordeur de faire une évaluation comportementale. Ça, c'est chez un vétérinaire qui a fait une formation. Vous avez la liste normalement sur le département. Donc, si le vétérinaire a fait la formation, ça sera votre veto, mais sinon, c'est un autre veto. Et là, en fait, c'est une visite où le vétérinaire va déterminer, en gros, si l'animal avait raison de mordre ou non. C'est-à-dire que c'est des niveaux de dangerosité. Si par exemple, je sais pas moi, le voisin l'a poussé dans l'escalier et puis après il lui a donné un coup de pied, bon on va le classer en niveau 1 parce que la situation a voulu que voilà. Et puis on va comme ça jusqu'au niveau 4. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'évaluation comportementale n'oblige à rien. Si le veto vous conseille d'aller chez un éducateur, vous pouvez ne pas y aller. S'il est au niveau maximum, on va conseiller de l'isoler ou de ne plus être dans cette situation. Contrairement à ce qu'on dit, l'euthanasie n'est pas obligatoire. On va peut-être conseiller de se séparer du chien ou autre, mais rien n'est obligatoire, à part le fait de valider cette évaluation comportementale. Et donc, si votre chien mord, il faut faire ça. Et si vous êtes mordu dans la forêt par un chien, il faut prendre les coordonnées de la personne et lui dire qu'il faut aller chez le vétérinaire. Si jamais il ne veut pas, il faut le rappeler 15 jours après pour savoir ce que le chien est devenu. C'est important. Il y a eu des cas comme ça de chiens, notamment à Bordeaux, il y a 3-4 ans, un chien qui a été ramené du Népal. Il était enragé, on ne le savait pas. Il a mordu la famille. Il a fallu retrouver tout le monde. Donc ça, c'est important et je vous rappelle que la rage en humaine, d'ailleurs chez le chien aussi, mais en humaine ne se soigne pas. C'est-à-dire que la seule chose qu'on peut faire, ce sont des vaccins réguliers pour stimuler le système immunitaire, mais il n'y a pas de traitement contre la rage, c'est mortel. Donc il faut quand même faire attention. Je crois qu'il faut également faire une déclaration de la morsure en mairie, si je dis pas de bêtises. Alors non. Non, ça normalement non. Pour les chiens de catégorie, c'est la même chose. Là, en fait, à la mairie, si jamais vous êtes mordu dans la rue par un chien, vous pouvez aller à la mairie et le maire peut, en fait, déclarer le chien dangereux et justement prendre des mesures. Donc, l'évaluation comportementale, j'y reviens là, c'est 3 cas. Les chiens de catégorie à partir de 8 mois, les chiens mordeurs, et sur décision du maire, s'il considère qu'un chien dans son village peut présenter des risques. D'accord, je pensais que c'était obligatoire la déclaration en mairie. Sinon, pas quand un chien vous mord. D'accord, ok. Alors là, on va rejoindre maintenant le monde professionnel. C'est quelles sont les implications légales et professionnelles pour un professionnel animalier si un chien sous sa garde
mord notre chien. Donc, par exemple, dans un salon ou lors d'une promenade, vous avez un chien en garde et il va attaquer notre chien. Comment ça se passe légalement? Alors, légalement, c'est donc la personne qui a la garde du chien qui en est responsable et non pas le propriétaire. Donc là, c'est le professionnel qui a la responsabilité. Donc, c'est à lui d'amener le chien, oui, chez le vétérinaire pour ces 3 visites. Alors, attention, les visites mordeurs, c'est qu'il est mordu une personne ou un autre animal. Donc, il doit faire les visites mordeurs. Il doit ensuite s'occuper du chien mordu, puisqu'il est aussi sous sa responsabilité, et l'emmener chez le vétérinaire pour le mettre sous antibiotiques. Bien sûr, il doit prévenir le propriétaire, et il doit également, lui, emmener le chien pour l'évaluation comportementale. D'accord. Donc, en fait, tout ce qui est à faire quand on a son chien qui a mordu, lui doit le faire, puisqu'il a la responsabilité des 2 chiens, le mordeur et le mordu. Alors après, il y a des déclarations aux assurances à faire aussi, notamment en tant que professionnel. Exactement. Voilà, il faut une Oui, responsabilité civile pro. Hein, c'est très important de l'avoir, c'est bien indispensable, c'est sûr. obligatoire. Et donc, bien évidemment, si vous faites de la garde d'animaux et que vous n'avez pas la cassette et qu'il y a un souci, là, vous allez être embêté. Et oui, et puis ça peut aller très loin. Imaginez que vous ayez, moi je dis, je sais pas moi, un border collie qui est champion d'agility et qui s'est fait mordre à la patte et qui peut plus marcher, ça peut aller très très loin. Donc là, votre assurance est très importante. Mm. Parce et j'insiste encore une fois sur les pet sitters, parce qu'on a énormément, j'ai, je pense même plus d'une moitié de personnes qui gardent des animaux qui ne sont pas formés, qui n'ont Ouais. pas la cassette. Parce qu'attention, avoir la Mm. cassette ne veut pas dire être formé au métier de pet sitter. J'entends souvent beaucoup de bêtises. Oui, moi j'ai des animaux depuis toute petite, donc je peux garder des animaux. C'est deux choses différentes. Non. C'est des Mm. connaissances, des compétences Oui, différentes à avoir. Donc la cassette, c'est bien, mais la cassette, c'est ni plus ni moins qu'une autorisation administrative où vous allez apprendre certaines choses. Par contre, il faut se former au métier. C'est comme être oui, éducateur canin. La cassette est nécessaire, mais c'est indispensable de se former à l'éducation canine. Eh bien, pour la garde, c'est la même bien chose. sûr. Il faut être Oui, déclaré, il faut avoir une assurance, parce que s'il y a un souci, là, c'est tout pour vous. Alors, et voilà, bien donc je sûr. le dis. Et quand vous faites garder votre animal, veillez bien à ce que la personne soit déclarée et assurée et Oui. correctement formée. Ah, ça, c'est vraiment Et très important. qui et qu'il y ait un contrat de garde aussi, qui justement, un peu, légifère tous ces aspects-là. Ça, c'est Hmm. très important. Ouais. Moi, en tant que véto, j'ai déjà vu des chiens qui s'étaient fait mordre et que les personnes le récupéraient et qui n'étaient pas prévenus qu'il y avait une morsure. Hmm. Donc voilà, même si c'est de votre faute, il faut prévenir le propriétaire. Tant Hmm. pis, c'est fait, c'est fait. Bien sûr. Non, mais ce qui est insupportable dans le domaine animalier, c'est qu'il y a trop de légèreté. Moi, tous les jours, je vois, même pour des publications sur du massage, du toilettage ou autre, pas besoin de se former. Moi, j'aime les animaux. Alors Oui, bon, on aime tous ces animaux, mais à un moment donné, il faut être un peu sérieux, quoi. Je veux dire, bien c'est pas parce qu'on sûr. aime les enfants qu'on est pédiatre. Voilà. Donc, Oui, oui et et puis, c'est pas parce que vous aimez il les y a animaux que vous êtes vétérinaire. Vous êtes formé. oui, et il y a danger quand même, de danger pour les gens et pour les animaux. On en a parlé de la contention. Et puis quand un chien en pension se fait mordre, bah, le pauvre chien, voilà, c'est pas de sa faute. Donc il faut faire attention à tout ça, oui. Et puis dans la prévention, il y a l'étude du comportement, il y a cet Absolument. apprentissage-là, et l'apprentissage, ben, il faut le maîtriser, donc il faut apprendre. Donc Oui, la formation, la formation, l'apprentissage oui. fait partie de la prévention, donc c'est très important pour effectivement tous ces risques et toutes ces différentes réglementations. Florence, on a fini le jeu des 7 questions. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à tout ce qu'on a pu Eh dire? ben, voilà, eh ben, écoutez, moi, comme toujours, je termine souvent par mes mots-clés. Eh bien, les mots-clés, on l'a dit, c'est donc pour le milieu professionnel, la formation. Ensuite, dans le milieu professionnel, la contention, la connaissance de l'animal et cette espèce de petite enquête du propriétaire, les mesures de prévention, ça c'est important, et la législation, vraiment. Donc on a dit examen, ça s'appelle la mise en observation pour la rage, et surtout, je le répète, que l'animal soit vacciné ou non contre la rage, c'est la même législation. Attention en cas de morsure. Hmm, tout à fait. Et il me semble d'ailleurs que nos amis monégasques aussi, enfin, si on part à Monaco, on doit vacciner son chien contre la rage. Oui, et puis surtout, parfois les gens disent non, mais j'ai besoin de rien pour partir. Oui, mais pour revenir, Ouais. c'est ça. Par exemple, dans tous les pays du Maghreb, il y a la rage, donc c'est très important. Et il y a même quelque chose, on en reparlera un jour, de plus précis, mais ça c'est pour les propriétaires, c'est la sérologie antirabique, c'est-à-dire un dosage d'anticorps. Alors, pour aller là-bas, oui, il y a besoin de rien, mais pour en revenir, oui. Hmm. Donc faites attention à ça.
Tout à fait. Merci pour ces précisions. Florence, merci beaucoup une nouvelle fois pour ce moment de partage. J'espère que les personnes ont vraiment pris du plaisir et ont vraiment eu de la valeur et ont appris pas mal de choses. En tout cas, c'est le but de ces podcasts, c'est vous transmettre beaucoup de valeur, beaucoup de passion, beaucoup d'énergie. N'hésitez pas en commentaire d'ailleurs à nous dire ce que vous avez pensé, à nous mettre un pouce pour dire que vous avez aimé ce podcast, ça nous fera plaisir, à vous abonner à la chaîne pour être averti des prochaines vidéos et puis à la partager parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont très importantes et qui doivent être très largement partagées au plus de personnes possible. Et voilà. Donc, n'hésitez pas aussi en commentaire à nous proposer du contenu pour les prochains podcasts, à nous contacter encore une fois en DM sur Insta, Facebook, TikTok, si vous souhaitez nous proposer également une participation à ces podcasts, ça sera avec grand plaisir. Florence, nous, on se revoit très vite pour un prochain podcast. À bientôt. On va faire une petite pause peut-être pour le mois d'août, pour le reste du mois d'août, on va voir un petit peu Voilà. selon. Tout le monde part en vacances. N'oubliez pas en vacances de surveiller bien vos chiens, la chaleur, emmenez votre petite trousse d'urgence et puis on se retrouve au retour. Comme ça, vous nous direz tout ce qui s'est passé. Exactement. Merci à tous. Je vous dis à très vite. Florence, à bientôt. À Bonne fin de bientôt. journée. Bonne soirée pour ceux qui regardent la vidéo le soir. Salut.